Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. C'est Momo. Si vous me suivez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignage ex-musulman. Aujourd'hui, nous accueillons Kamel. Kamel est un homme qui a grandi dans les années 70-80. C'était une époque où Kamel, qui est d'origine algérienne, vivait plutôt sous l'actualité du panarabisme, et c'est le panarabisme à l'époque qui était la force culturelle dominante pour les personnes du monde arabe et celles du coup qui se considéraient y faire partie. Et c'était notamment le cas du père de Kamel. Donc le père de Kamel était un fervent partisan du président algérien de l'époque qui se nommait Boumedienne. Et suite au basculement de la sphère arabo-musulmane qui il s'est détourné du panarabisme au profit du pan-islamisme. Ces événements qui ont pour point de départ le basculement de l'Iran en 1979 depuis un régime monarchique pro-américain mais plutôt laïque dans son système de fonctionnement, mais qui est devenu ensuite une théocratie islamique. Ceci a entraîné toute une série d'événements qui ont fait basculer géopolitiquement le monde arabe et a rendu très populaire les différents courants islamiques. Et ces événements ont ensuite marqué les cités françaises. Et ce témoignage va nous être très utile car Kamen est une personne autodidacte qui a une très grande connaissance historique des événements. Et donc nous allons partir pour une interview que je vais subdiviser en deux parties où Kamel nous parlera de son enfance sous le signe de l'islam, d'un islam quasi inexistant, avant de basculer, avant que celui-ci ne découvre ses racines musulmanes, et où il comprendra après la lecture du Coran que bien que se pensant vaguement musulman, il comprendra ensuite que la fausseté de cette religion. L'interview ne va donc pas inclure énormément d'arguments contre l'islam. Il faut plus le voir comme un témoignage d'une époque révolue, une époque que moi-même je n'ai pas connue puisque dans mon adolescence l'islam était déjà très présent. Une époque un peu d'avant, cette fameuse époque où on nous rappelle parfois, où on nous explique qu'avant l'islam n'était pas présent, voilà. Quand on découvre aujourd'hui l'actualité, on a l'impression que islam et banlieue sont deux choses qui vont totalement de pair et que l'un ne va pas sans l'autre. Mais il faut se rappeler qu'à une époque, l'islam était culturellement assez peu présent. Et c'est donc une plongée dans le passé que je vous propose aujourd'hui avec Kamel. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne interview. Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, nous accueillons Kamel, et Kamel, je te laisse te présenter aux auditeurs. Bonjour Momo, je m'appelle Kamel, donc je suis né en France, d'origine algérienne, dans les années 60, à la fin des années, en 1969 pour être précis. J'ai voulu te contacter parce que j'ai quitté l'islam dans les années 90. Ma façon d'être musulman était un islam assez pauvre intellectuellement et dans la pratique, comme c'était commun dans les années 70-80. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'islam de l'époque était un islam qui était assez insignifiant, mais vraiment assez insignifiant. La plupart d'entre nous, on ne savait pas ce que c'était que le ramadan. Alors, on avait une idée, mais on ne pouvait pas l'expliquer. On savait qu'on ne mangeait pas pendant un mois. Point. On n'avait aucune idée de ce que c'était le sacrifice animal. Le porc, si, ça, on savait, parce que c'était quand même quelque chose qui nous était inculqué, alors que pourquoi? Non, il fallait pas manger de porc, point barre. Mais par contre, déjà, dès mes jeunes années, j'ai remarqué des contradictions quand même. Pour reprendre l'histoire du porc, on disait que le porc c'était pas bien et tout le reste, mais il n'empêche que l'alcool c'était open bar. Donc je me disais, bon ok, mais parce qu'on savait aussi que l'alcool c'était pas complètement autorisé en islam. Mais quand même,
l'alcool, la cigarette et tout ça était quelque chose de très, 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 très commun. Voilà. Donc ça, c'était... Aujourd'hui, j'ai 56 ans. J'ai décidé de quitter l'islam, mais j'y reviendrai après pour ça. Il y a donc dans les années 90. Mais mon retrait de l'islam n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. C'est ça qui est très ironique avec mon cas, parce que, comme je te le répète, je n'ai pas été, quand j'étais musulman, je n'étais pas un grand musulman. Je n'étais même pas un petit musulman. J'étais dans l'échelle de Richter des musulmans, entre 10 qui est l'islam, le musulman radical, et 0 qui est le musulman insignifiant. Moi, j'étais à 1,5, comme beaucoup de musulmans et de maghrébins de l'époque. Je le répète, je n'étais pas un cas unique. C'était un cas assez banal. En tout cas, jusque dans le milieu des années 80. Entre les années 70, où j'étais enfant, et la première partie des années 80, c'était un autre état d'esprit qui existait dans les cités HLM de la région parisienne, et je pense dans les cités HLM de toute la France. Pourquoi je dis cités HLM? Parce que l'immense majorité des Maghrébins, des Subsahariens, ils vivaient là, hein, essentiellement. Donc, on était dans un autre état d'esprit, mais j'y reviendrai plus tard pour cet autre état d'esprit. C'est seulement à partir de la deuxième partie des années 80, avec la déferlante musulmane. Alors, une déferlante au début, on va dire gentille, mais qui va prendre son essor en 90, que la donne change radicalement. Voilà. Ok, ben on va essayer de voir, on va essayer de creuser un peu cet état d'esprit que tu avais avant la déferlante, comme tu l'appelles, et de comprendre comment elle a pu transformer en profondeur la société dans laquelle tu vivais. Est-ce que tu te sentais sincèrement musulman ou est-ce que c'était juste une toute petite partie de ton identité à l'époque? Alors, quand j'étais enfant et un peu adolescent, je savais que je venais d'un pays musulman, ça je le savais, mais ce n'était pas important. Ce qui était important, c'était le culte, je dis bien le culte que l'on devait au FLN en Algérie et à Boumedienne, même si Boumedienne était mort. Boumedienne est mort en 78, j'avais 9 ans, mais il n'empêche que Boumedienne était une figure tutélaire, comme on dit, et qui était très présent dans les mentalités des Algériens, en tout cas. Pas dire des Marocains ou des Tunisiens, eux, c'était autre chose. Les Tunisiens, ils avaient Bourguiba quand même. Mais l'Algérien de la France des années 80, 70-80, c'était Boumedienne. C'était Boumedienne leur dieu. Un peu comme à l'époque de la Chine, Mao, ou à l'époque euh, de l'URSS, Staline. C'était vraiment quelque chose d'imposant. Pour te donner un exemple, mon père avait fait une photo de famille avec mes frères et sœurs, ma mère, et au-dessus de cette photo de famille, il y avait la photo de Boumedienne. Et on avait alors, pour faire un peu d'humour, on habitait en HLM et la plupart des appartements, quand j'allais visiter mes camarades, mes petits copains algériens et algériennes, c'était à peu près pareil partout. Il y avait une idolâtrie pour Boumedienne. Il y avait une toute petite maquette d'une petite mosquée et il y avait un petit Coran, mais c'était vraiment insignifiant. Ce qui était important, c'était le portrait de Boumedienne. Est-ce qu'on peut rappeler idéologiquement qu'est-ce que ça brasse le fait d'idolâtrer entre guillemets Boumedienne? On idolâtre en fait derrière ça quel projet de société? Alors, moi, je n'en savais rien à l'époque. Il fallait vénérer Boumedienne parce qu'on nous l'a dit. je, je ne savais pas ce que c'était que le T'étais bien obéissant. Oui, je ne savais pas ce que c'était que le FLN, je ne savais pas ce que c'était qui était Boumedienne. L'une des rares fois que Boumedienne est passé à la télévision en France, en 77 ou tout comme ça, mon père a demandé, a exigé le silence le plus total dans la maison. Donc, j'observais que mon père était en admiration par rapport à cet homme. Alors, pourquoi je dis girouette, je reviendrai après, mais il était en admiration le plus totale devant cet homme. Et moi, comme j'étais un enfant, je me disais, si cet homme est important pour mon père, il est important pour moi. Et en plus,
autour de nous dans la cité, Boumedienne était un nom qui revenait régulièrement. Jamais Allah, jamais Mohamed, Boumedienne. Voilà. Donc, quelque part, on se disait que cet homme devait être quelqu'un de extrêmement important. Alors, encore une fois, je ne savais pas qui il était, je ne savais pas sa politique, je ne connaissais rien à rien. Mais il n'empêche que, forcément, si on en parle, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a forcément quelque chose derrière lui d'immense. Voilà. Ensuite, pourquoi mon père était une girouette? Parce que quand la déferlante musulmane a commencé à s'installer dans les cités, mon père a tout fait pour faire oublier son passé boumedienne, tout fait pour épouser la nouvelle tendance. En 1954, quand le FLN décide d'attaquer, de déclencher la rébellion contre la France, le FLN est une organisation qui est affiliée à Moscou. Alors ça ne veut pas dire qu'il est communiste. Ça ne veut pas dire que le FLN est forcément communiste, mais il est affilié à Moscou. Je ne dirais pas que le FLN était communiste, mais je dirais qu'il était socialisant, comme le parti Baas en Syrie, en Irak, et comme les grands partis du panarabisme des années 50-60, ils avaient tous choisi l'option de Moscou. Pas Washington, mais Moscou. Ça s'explique. Je reviendrai après plus tard pourquoi ils ont choisi Moscou et pas Washington. Donc concrètement, le FLN était un parti de gauche, je ne dirais pas athée, mais très 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 laïque, plutôt socialisant. Et d'ailleurs, la politique, quand l'Algérie devient indépendante en 62, ce n'est pas Boumedienne qui prend le pouvoir, c'est Ben Bella. Ben Bella, quand il prend le pouvoir, il veut instaurer ce que l'on peut appeler non pas de communisme en Algérie, mais pas non plus le capitalisme. Il veut un entre-les-deux, il veut une troisième voie, il veut un socialisme modéré pour l'Algérie. Bon, après la guerre des Sables en 1963, Boumedienne prend le pouvoir en 1965, et c'est lui qui instaure, on va dire, oui, on peut dire ça, la soviétisation de l'Algérie, avec les industries lourdes, avec tout ce qui va avec l'URSS de l'époque. Mais l'URSS de l'époque, ce n'était plus l'URSS de Staline, c'était une URSS qui était beaucoup plus modérée. Donc, Boumedienne il soviétise l'Algérie. Et donc, forcément, l'islam n'a pas son mot à dire. Boumedienne n'exclut pas l'islam de l'Algérie, il ne fera jamais ça. Mais l'islam restera dans la sphère la plus petite possible, comme en Égypte, comme en Syrie, comme en Irak, comme au Yémen. Voilà, c'était les pays qui étaient à l'époque plus proches de l'URSS. Et la Tunisie fera un autre choix. Elle sera aussi socialisante, mais elle n'ira pas à la soviétisation de la Tunisie. Ils sont beaucoup plus malins. Les Tunisiens de Bourguiba prendront le chemin du pragmatisme. Ils choisiront Moscou et Washington. L'Algérie prendra le chemin que de Moscou. Donc, dans les années 60-70, on a une société algérienne qui est avant tout très laïque, très à gauche, mais alors quand j'entends gauche, vraiment faut pas l'entendre comme la gauche actuelle, hein, très à gauche sur le plan idéologique. En théorie, c'était quoi la différence? C'était une gauche qui était foncièrement caricaturale. Je dirais bien, je parle de l'époque, hein. Il fallait copier le modèle soviétique. Voilà. Il n'y avait pas de réflexion. Et, par exemple, l'URSS avait été un pays qui a misé fortement sur l'industrie lourde. Pourquoi? Parce que l'URSS a été en guerre avec l'Allemagne. Au sortir de la guerre, l'URSS avait une peur absolue d'être de nouveau en guerre contre les États-Unis. Donc, l'industrie lourde, ça avait une cohérence avec leur industrie militaire. L'Algérie a fait la même chose, une industrie lourde. Mais pourquoi faire? Ils auraient dû adapter le modèle soviétique au contexte algérien. L'Algérie était un pays agricole, était un pays qui avait un autre état d'esprit, et Boumedienne a plus ou moins cassé ça pour imposer un modèle. C'est pour ça que c'est une gauche assez caricaturale. Si Boumedienne avait choisi le modèle tunisien, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais il a choisi le modèle, on va dire, stalinien, même si Staline n'était plus au pouvoir à l'époque. Boumedienne, c'était ça. Puis Boumedienne va arabiser
ça on a tendance à l'oublier, mais va arabiser l'Algérie. L'arabisation de l'Algérie se fait par Boumedienne. Et ce qui est ironique, c'est que Boumedienne n'est pas un arabe, Boumedienne est un berbère. Mais ce n'est pas une contradiction. Staline n'était pas russe, Staline était géorgien. Et Staline va russifier à mort la Russie. Alors la Russie, c'est pas que la Russie, l'URSS c'était 15 républiques, et la Russie faisait partie de l'une des 15 républiques. Mais c'est Staline qui impose la russification de l'URSS. Pourtant, Staline n'était pas russe. Même chose pour Napoléon. On dit, Napoléon n'était pas français, mais pourtant c'est Napoléon qui va fortement franciser la France. À l'époque, la France était plusieurs patois. Donc, mais ça c'est normal, ça s'explique. Il n'était pas français de langue, hein, tu veux dire. Il est né en 69, Napoléon, et la France rachète la Corse à la République de Gênes en 1768. Donc il est français, mais bon, pas vraiment, quoi. Puis en plus, ses parents ne l'ont pas élevé. Quand Napoléon est arrivé en France pour faire ses études militaires, il ne savait pas un mot de français. C'était le bougnoul de l'époque, Napoléon. Excusez-moi du terme, mais bon, c'est la vérité. C'est quand il est arrivé à Brienne, dans son école militaire, dans le centre de la France, Napoléon n'avait pas de connaissance de la langue française. Il a appris tout ça en France. D'ailleurs, quand il est devenu empereur, il avait quelques lacunes en français. Mais bon, voilà, on peut dire que c'est quelqu'un qui a réussi malgré ses... D'ailleurs, c'est pour ça que je dis souvent aux Maghrébins qui pleurent, ouais, mais nous. Et oh, Napoléon, hein, prends son exemple à Napoléon. Prends l'exemple de Staline aussi. Staline n'est pas les Russes. Et regarde ce qu'il est devenu. Donc, il faut arrêter de pleurer 5 minutes avec les... On n'y arrivera pas parce qu'on est d'origine maghrébine ou parce qu'on est... Non. Tu y arrives parce que tu en as envie. Tu n'en as pas envie, ben... problème. Ceci dit, Staline, il réussit parce qu'il est dans la résistance. Hein. Il était vu comme un terroriste par le tsar. Quoi. Oui, mais... Donc, oui. Si c'est ça ton exemple pour les Maghrébins. Non, oui, attends. Staline en 1914, Staline, il est en prison, en Sibérie. En 1917, quand démarre la révolution russe, Staline est un type insignifiant. Il ne compte pas à la tête des bolcheviks. Hein. Il est vraiment insignifiant. Mais Staline, il y a longtemps que Staline a arrêté de poser des bombes, d'être le pire de banque pour financer le bolchevisme au début de sa carrière. Il y a longtemps qu'il a arrêté tout ça. Mais Staline a été malin. Staline, en 1917, a su creuser son trou par ruse, par finesse, par intelligence, pour devenir ce qu'il est devenu. Voilà. Et Staline n'était pas quelqu'un c'était pas un intellectuel. La plupart des bolcheviks, là on s'égare, mais bon, vite fait. La plupart des bolcheviks de l'époque, Lénine, Kamenev, Zinoviev et tout le reste, c'était des intellectuels, des types qui étaient issus d'un milieu aisé. Staline, c'était un type qui était issu d'un milieu pauvre. Et pourtant, c'est Staline qui l'emporte. Ce ne sont pas les intellectuels qui l'emportent. Mais ça, on s'égare. Et pour revenir sur Boumedienne, lui, il la doit à quoi son ascension? En 2 mots. Hein. Alors, Boumedienne, il la doit. Quand Ben Bella prend le pouvoir en 62, quand l'Algérie devient indépendante en 62, il y a un courant à l'époque. Est-ce que l'Algérie doit devenir une démocratie à l'occidentale ou est-ce que l'Algérie doit devenir. À l'époque, il y avait 3 choses. Il y avait l'URSS, il y avait les USA, et puis il y avait les non-alignés, qui étaient l'Indonésie, l'Inde et compagnie, qui étaient ni pour l'URSS ni pour l'USA, qui étaient neutres. Et Ben Bella, lui, voulait choisir l'option non alignée. Boumedienne, lui, non, il faut s'allier à l'URSS. Et en 63, il y a eu la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc a gagné la guerre des sables. Il ne faut pas le dire aux Algériens parce que ça les énerve. Mais bon, le Maroc a gagné la guerre des sables. Ben Bella a été manipulé. Et Boumedienne a profité de la défaite, ou on va dire de la non-victoire algérienne contre le Maroc en 63, durant la guerre des sables. Mais Boumedienne a profité de ça pour prendre le pouvoir en 65 pour éjecter Ben Bella. Mais Boumedienne, lui, voulait tout de suite, une alliance avec l'URSS. C'était clair chez lui. Voilà. Et Boumedienne avait, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le panarabisme, quelque chose qui était très fort, notamment avec Nasser, plus tard Sadat en Égypte, plus tard avec Saddam Hussein en Irak, avec Hafez el-Assad en Syrie.
et bien entendu avec le clown qui était Moammar Kadhafi. Voilà. Il y avait, j'allais dire qu'il y avait la bande des 5 et pour être le leader du panarabisme. Et ça, Boumedienne voulait être dans ce coup-là. Il voulait vraiment faire partie de ce petit clan et a fortiori être le numéro un, parce que le but du jeu c'était d'être le numéro un de cette idéologie que tout à l'heure j'avais un peu esquissé, qui était le panarabisme. Et le panarabisme, c'est quelque chose qui était très 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 fort aux côtés de l'alliance avec l'URSS. Pourtant, il y a une contradiction, parce que l'URSS, c'est l'internationalisme, c'est le refus de l'impérialisme. C'est ça l'URSS en vérité. Hein. Pourtant, le panarabisme. L'URSS ou le communisme? Parce que Voilà. l'URSS n'a eu de cesse de grignoter l'espace de ses voisins au cours de l'histoire, du début de son histoire. C'est pour ça qu'il y a une contradiction, encore une fois. Mais là, je parle du panarabisme. D'accord. Si tu veux, on peut. Alors, oui. Tu veux dire que officiellement l'URSS se disait anti-impérialiste, mais que pour des raisons de contradiction interne de sa politique dans les faits, elle imposait un impérialisme de fait, on va dire. Alors, Mais qui en tout cas elle professait l'inverse dans sa théorie. voilà. Moi, je dis tout le temps la chose suivante, l'anti-impérialisme est un impérialisme. Donc, c'est compliqué. L'anti-impérialisme est un impérialisme. Tout ce qui est anti est quelque part la chose qu'elle Ouais, combat. ok. Je le dis, alors attention. Hein, Oui, dans le sens on va devenir impérialiste pour lutter contre les impérialistes, dans une sorte de voilà. contradiction C'est ça. de cet ordre-là, quoi. Voilà. Bon, là c'est dit de manière un Voilà. peu provocante, évidemment. Je pense pas que c'est aussi. Je pense pas qu'un Et anti-impérialiste le formulerait dans ces termes, évidemment. Mais en tout cas, dans les faits et dans le résultat, en tout cas, de la politique qui est menée au nom de l'anti-impérialisme, on en vient à devenir impérialiste soi-même. voilà. Staline, je te le répète, a été un pan-slave radical. Pourtant, encore une fois, c'est contradictoire avec le communisme, avec l'URSS, avec l'idée que la constitution de l'URSS vomissait tout ce qui était nationaliste, tout ce qui était nationaliste dans le sens extrême droite du terme. Hein. Vomissait ça. Et pourtant, le panslavisme, le panarabisme sont des idéologies de droite, voire d'extrême droite. Mais il n'y a pas de les contradictions, ça fait partie de nous. Hein. Je suis sûr que si je fouille un peu ta vie, il y aura des contradictions en toi. Bon, mais peu importe, c'est pas la question. Donc à l'époque, il y avait deux grandes pensées fortes, le panarabisme et l'URSS, enfin le culte de l'URSS. Alors ça, dans ma petite cité HLM, c'était pas marqué en gros, c'était pas gravé sur le marbre, mais c'était là. C'était pour celui ou pour celle qui avait l'œil fin, on pouvait le voir, on pouvait observer ça. Je parle pour les Algériens, pour les Marocains, pour les Tunisiens, c'est encore autre chose. Mais quoique, pour les Marocains, le Hassan II à l'époque, c'était comme Boumedienne, c'était un dieu vivant pour les Marocains. C'était puissant. Voilà. Mais bon, mon père baignait de ça, pas ma mère. Je n'ai pas encore parlé de ma mère. Donc mon père était un fidèle lieutenant de cet état d'esprit de l'époque. Bon, alors mon père, dans les années 70, c'était un maghrébin très, 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 très typique. Il aimait aller au bistrot, il fumait beaucoup, il faisait son tiercé. C'était un ouvrier, donc on ne le voyait pas de la semaine. Le samedi, c'était jour de Shabbat pour lui. Bistrot, enfin Shabbat dans le sens où repos. Hein. Bistrot et compagnie. Et c'était quelque chose que moi j'acceptais parce que j'étais petit, mais je savais que mon père avait un travail difficile. On peut critiquer ce qu'on veut, mais je comprenais pourquoi mon père allait se taper une bière, se taper du vin et compagnie. Le bistrot, j'avais pas de. D'ailleurs, je ne savais pas à l'époque que l'islam interdisait les alcools et compagnie. Un tout petit peu, mais bon, je ne pensais pas que c'était important. Donc, je ne critiquais pas ça. Je ne critiquais pas le fait. Je pense que mon père avait le droit à son samedi de repos et d'amusement. C'était son droit le plus total. J'étais très, très fier et amoureux de mon père à l'époque parce que c'était le seul qui ramenait de l'argent, parce que c'était
On savait que sans lui, ça aurait été très difficile sur le plan matériel. C'est amusant parce que ta mère, du coup, moi, enfin, je le sais, du coup, elle a 5 enfants. Je veux dire, c'est amusant parce que 5 enfants, je pense que c'était au moins aussi dur que physiquement que ce que faisait ton père et qu'elle n'avait Oui, pas le droit oui, à cette bienveillance de ta part. c'est chiant ce que je vais dire, mais je voyais pas ça comme ça à l'époque. Et ça Oui, va non, changer. non, mais évidemment que tu voyais pas comme ça, comme ça. Non, mais c'est amusant la construction sociale qui fait penser à un enfant, donc qui est par définition innocent de toute velléité de, je sais pas moi, d'avoir des pensées malsaines en tout cas, et que tu aies considéré que elle, ce qu'elle faisait, c'était totalement normal et ne méritait pas jour de repos. C'est amusant que tu le pensais pour ton père, quoi. Enfin, je sais pas d'où t'es venue cette manière de penser, mais Oui, oui, elle est mais forcément venue de ton éducation. Et puis, t'en étais pas le premier responsable, je veux dire. mon père, quand il était ouvrier, tout allait bien. Mon père ensuite a été mis au chômage en 82. Enfin, pas au chômage, en pré-retraite. À l'époque, c'était la mode de la pré-retraite. En 82, il avait 59 ans. Ce qui est important, c'est que mon Ok. père, quand il travaillait toute la semaine et qu'il était fatigué, que bon, il jouait, il faisait son tiercé, il faisait sa bière, etc. le samedi. Le dimanche, en général, il faisait une grosse, il passait la journée à la maison pour dormir, pour se préparer à la semaine qui suit. Ce qui fait que quand il est devenu retraité, pré-retraité et retraité, il est passé de un jour par semaine à tous les jours de la semaine. Et là, les conséquences ont été dramatiques. Autant se taper une bière, se taper un tiercé une fois par semaine, sur le plan financier, ça n'est pas grave. Mais quand c'est tous les jours, là, les conséquences ont été désastreuses. Ce qui fait que en 82, 83, la situation financière était devenue terrible et mon père s'en est pris physiquement à ma mère. Mon père s'en prenait à ma mère avant, mais c'était rare et ponctuel. Mais là, c'était devenu régulier et violent. Donc, inutile de te dire que durant les années 83, 84, 85, 86, j'avais autre chose en tête que l'islam. J'avais autre chose en tête que Boumedienne, que Shedli, que le FLN. J'avais une chose en tête qui était protéger ma mère. J'étais, voilà, tout ça, j'avais mis de côté. Ma mère est un cas que je n'ai jamais rencontré parmi mes amis ou mes connaissances ou mes collègues de travail. Ma mère est un cas atypique. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je ne les ai jamais rencontrés. Ma mère était ouvertement, et je répète le mot, ouvertement anti-islam. Dès que Hmm. j'ai commencé à m'intéresser aux choses de la vie, ma mère était dans la critique de l'islam. Dès le début. Alors, je vais aller encore plus loin. Ma mère était, autant mon père savait lire et écrire l'arabe et le français, autant ma mère ne savait ni lire ni écrire, ni l'arabe ni le français. Enfin, l'arabe un peu, mais pas. Enfin, elle parlait l'arabe, mais c'était un arabe de pacotille. Mais ma mère était, quand je disais que ma mère était anti-islam, en fait, je dois me corriger. Elle était anti-arabe. Alors, j'utilise le mot arabe parce que c'est ma mère qui l'utilisait. Moi, j'aurais utilisé le mot maghrébin ou nord-africain. Ma mère utilisait le mot arabe. Ma mère vouait une haine des Arabes et tout ce qui était en rapport avec les Arabes. Et pour ma mère, arabe égale musulman. C'était son état d'esprit, hein, c'est pas le mien. Mais c'est comme ça. Elle le disait haut et fort, à la maison. Mais ça Oh, se matérialisait comment dans ses rapports humains? Elle n'avait pas d'amis d'origine nord-africaine? non. Ma mère était une solitaire. Elle ne voulait pas. Alors, dans la rue, je sais pas, parce que moi, ma mère faisait des courses toute seule. J'étais rarement avec ma mère dans la rue, mais je sais que ma mère évitait le plus possible de croiser les gens. Déjà, elle avait un mauvais français, donc elle avait une certaine honte de parler en français avec des Français ou des gens qui parlaient français. Et elle évitait au plus possible. Par exemple, elle partait tôt le matin faire des courses, etc. Oui, non, non, elle n'avait pas d'amis. Mon père a été très, très mauvais avec elle dans le sens quand mon père a ramené ma mère, enfin quand ma mère est venue en France en 62. Bon, je ne savais pas, je ne connais absolument rien de mes parents des années 60. J'ai une photo de mon père et de ma mère de 1964. J'ai une photo. Il y a ma grande sœur qui m'en a parlé un peu et mon père a plus ou moins séquestré ma mère. Il ne fallait pas qu'elle sorte de la maison. Voilà, c'est les seuls trucs que je peux dire. Mais en tout cas, ma mère dans les années 70 était une personne qui était farouchement anti-islam, anti-arabe.
qui avait une haine, mais vraiment une haine de son existence. Elle n'avait pas de question de suicide, tout ça. Non, mais elle avait une haine elle n'aimait pas sa vie. Elle détestait sa vie. Moi, dans un premier temps, qui était plutôt proche de mon père, je considérais que c'était une lubie de ma mère. C'était comment dire, il manquait une case, un truc comme ça. Donc ça n'avait pas d'importance pour moi. C'est seulement après, dans les années 90, 80, 80, quand mon père est passé de Vive Boumedienne à Vive Allah, quasiment en une journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ma mère n'était pas aussi idiote que ça, que ma mère n'était pas aussi stupide que ça. Certes, je ne cautionnais pas son anti-arabe, je ne cautionnais pas son anti-islam, mais je mettais ça sur le fait qu'elle était inculte, qu'elle était ignorante. Mais on peut être inculte et ignorant, mais on peut être inculte et ignorant, ça n'empêche pas qu'on peut être aussi intelligent. Et je trouvais que ma mère, malgré le peu de mots qu'elle utilisait, malgré sa façon de parler qui était surtout des hurlements, je trouvais que ma mère avait de la finesse. Je trouvais que ma mère avait de la finesse. Je vais te donner un exemple. Ma mère, elle disait souvent, les Arabes, les musulmans, entre le chemin de la mosquée et le chemin de la supermarché, ils choisiront toujours le supermarché. Quand elle me disait ça, quand j'étais petit, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle entend par là? Je comprends pas. C'est que beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai compris. Pourquoi je comprenais pas quand j'étais gamin? Tout d'abord, il n'y avait pas de mosquée. Et puis je me disais, mais quel rapport entre la mosquée et le supermarché? Dans ma jeunesse, je me disais, mais quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Mais c'est que beaucoup, beaucoup plus tard, je reviendrai après à cette anecdote, que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très fort dans ce mot de ma mère. Je voudrais revenir 2 secondes avec mon père. Mon père et moi, j'avais une passion que je partageais avec mon père. Mon père regardait tous les jours le journal télévisé à 13h, quand il était en pré-retraite. Tous les jours, j'étais avec lui. Mes frères et sœurs étaient dehors. Moi, je regardais avec lui le journal télévisé de 13h. Et j'aimerais vous raconter une anecdote. Parce que j'aimerais vous raconter une anecdote qui a eu lieu en 1983. C'est la première fois où j'ai dit non à mon père. C'est la première fois où j'ai enfin pu répondre à mon père. Alors, je précise, je n'ai pas répondu physiquement à mon père, mais dans ma tête. Mais quand même, ça compte. Cette anecdote, c'est la suivante. Nous sommes à 83, il y a eu des élections municipales dimanche. Pour la première fois dans l'histoire des élections, le Front National de Jean-Marie Le Pen a fait une percée. Le lendemain, lundi, mon père et moi, on regardait le journal télévisé et Jean-Marie Le Pen était l'invité du journal télévisé. Mon père pointe du doigt la télé et il me dit « Fais attention à lui, il n'aime pas les Arabes !» en pointant le doigt sur Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai répondu à mon père, dans ma tête, pas physiquement. Et alors, en parlant de mon père, toi, t'aimes personne. Et j'étais content de moi parce que je savais que c'était un bon mot de ma part. Malheureusement, je n'ai pas pu lui dire physiquement, mais je savais que c'était quelque chose qui a été le point de départ de quelque chose. Là, je me suis dit, tiens, maintenant, je me suis émancipé de mon père. C'est bon, c'est-à-dire que mon père n'est plus la personne que j'idolâtre. Mon père dit des conneries des fois. Et ce jour-là, en pointant du doigt Jean-Marie Le Pen, certainement qu'il n'aimait pas les Arabes. Je ne le connaissais pas, moi, Jean-Marie Le Pen. Quand le Front National fait une percée en 83, ça a été une surprise pour tout le monde. Et c'est qui, lui? Personne ne le connaissait. Parce que mon père, petite parenthèse, mon père était quelqu'un de profondément raciste. Encore une des contradictions avec l'URSS, quand même. L'URSS, c'est un pays internationaliste. Ouvriers du monde entier, unissez-vous, il n'y a pas de racisme en URSS, même si c'est pas vrai. Voilà. Donc ça, on est en 83, et je peux donner la date de naissance de ma séparation charnelle avec mon père. Voilà. Voilà. Et la date de ta séparation charnelle avec l'islam alors? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est dans quel contexte? Alors, je vais y venir, mais un tout petit peu plus tard. Je vais, t'inquiète pas, là, ça va aller vite. Allez, vas-y. Donc à 83, lorsque j'ai commencé à rejoindre le camp de ma mère, on va dire ça comme ça, le parti de ma mère. Alors par rapport, il a fallu que je travaille parce qu'on était dans une situation financière catastrophique. Il a fallu que je travaille, j'ai trouvé un travail et compagnie. Et mon père s'est assagi, heureusement. Et j'ai pu avoir un appartement en 89, j'ai pu partir.
Et c'est en 89, quand j'ai obtenu. En 88, j'ai travaillé, en 89, j'ai eu mon appartement à côté de Paris. Et j'ai vécu en banlieue, mais assez loin de Paris. Là, j'ai vécu à côté de Paris. Donc, en 89, j'ai pu faire ce que j'ai toujours voulu faire. Avec l'argent, j'ai pu m'acheter des livres. Donc, je me suis intéressé de nouveau à la chose religieuse. Parce que je m'étais dit, le panarabisme, c'est fini, quoi. Ce sont des clowns. C'est vrai, hein, la plupart étaient des clowns, en fait. Même si je mettrais Bourguiba et Hafez El-Assad comme des gens intelligents. Mais bon, ferme la parenthèse. Et puis, il y avait la différence religieuse, l'islam. Et puis, je me dis, ben, il faut que je m'intéresse quand même à ça, quand même. Il faut que je m'intéresse aux religions. Mon parti pris à l'époque était que l'islam est arrivé en 3e position. Donc, il faut que je m'intéresse au judaïsme, il faut que je m'intéresse au christianisme. Parce que si je dois m'intéresser à l'islam, il faut que je connaisse, je dois en savoir plus sur les deux autres quand même. Et puis, pour être honnête, à l'époque, quand je me suis mis à acheter des livres, je me suis mis à acheter beaucoup de livres. Alors, des livres d'histoire, parce que j'aime beaucoup l'histoire, des livres de science, parce que c'est une chose qui m'attire aussi, et des livres de géopolitique. Voilà, c'était mes trois credos. Plus tard, je me suis mis à m'intéresser aux livres religieux, mais il s'est passé un petit incident. J'ai voulu m'intéresser à la vie de Mohamed. Donc, j'avais acheté une biographie de Mohamed, comme j'avais acheté une biographie de Moïse, comme j'avais acheté une biographie de Jésus. Et l'incident en question, c'est que la vie de Mohamed m'a ennuyé. Je trouvais ça moyen, mais vraiment moyen. La vie de Moïse, c'était encore pire. Quand j'ai acheté la biographie de Moïse, je me rappelle, c'était à la FNAC, j'étais content. Enfin, je vais voir si la vie de Moïse correspond réellement, comme dans le film les 10 commandements de Cécile B2000 qu'on voyait tous les périodes de Noël, on avait le droit aussi. Je me dis, est-ce que c'est vraiment la vraie histoire? C'est vrai, hein, parce qu'en général, la plupart d'entre nous, quand on s'intéresse aux biographies, c'est par les films qu'on a les biographies, pas par les livres. Et là, quand j'ai acheté le livre de Moïse, oh, quelle déception! Dès la première page, le biographe annonce, on n'a aucune source sur la vie de Moïse. Donc tout ce qui suit, ce sont des interprétations. Ah, ça m'a dégoûté. Bon, je m'étais dit, comment se fait-il qu'on vénère des gens, Moïse, Jésus et Mohamed, avec si peu de sources historiques? Comment se fait-il qu'on vénère des gens dont on n'a pas idée de leur existence? Pour Jésus, c'était un peu différent. Parce que pour Jésus, c'est comme Moïse et Mohamed, on n'a quasiment rien. Du point de vue historique, je précise, pas du point de vue religieux. Du point de vue religieux, on a 10 000 tonnes de bouquins, mais 10 000 tonnes de sources, mais ça compte pas. Ouais. Après, les religieux ils vont te dire l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est une pirouette. Mais bon, moi, je voulais quelque chose de concret. Ça, c'est mon côté, on va dire, c'est mon côté que j'ai gardé du panarabisme, mon côté laïque, mon côté, j'ai besoin de solide. J'ai besoin de solide. Que Moïse ait marché sur l'eau, ok, mais bon, personne ne l'a fait avant lui, personne ne le fera après lui. Pourquoi lui? Voilà. Oui, il est fils de Dieu, ok, mais bon, qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. D'un point de vue historique, on n'a pas de source, on n'a rien. Il y aurait eu un Romain qui aurait vu ça à l'époque. J'ai vu un mec marcher sur l'eau. Là, j'aurais eu, bon, ok, mais rien. Il n'empêche que, autant la vie de Mohamed, la biographie historique, je précise, hein, et la biographie de Moïse m'ont fortement déçu, autant la biographie de Jésus m'a plu. Le bonhomme m'a plu. Même s'il n'y avait pas grand-chose. Mais ça m'a plu. Je me suis mis à lire les évangiles. Ça m'a plu. Je me suis dit, waouh, c'est beau. Je n'ai pas voulu lire le Coran ni l'Ancien Testament par paresse. Honnêtement, par paresse, à l'époque. Mais après, j'expliquerai. Mais bon. Par contre, j'ai voulu lire les évangiles parce qu'en lisant la biographie de Jésus et en regardant un film, l'évangile selon Matthieu, selon Matthieu de Pasolini, ces deux événements-là m'ont marqué. Je me dis, putain, il y a quelque chose à creuser avec ce gars-là. Il est tellement bon. Enfin, c'est une tellement belle histoire. Cela ne veut pas dire que je suis devenu chrétien. Attention. J'ai trouvé seulement que Jésus et la biographie de Jésus étaient agréables à lire. Voilà. Ensuite, bon, donc en 88, 89, j'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un logement à côté de Paris. Ça change beaucoup hein, quand on déménage d'une cité HLM avec beaucoup de Maghrébins à petite ville du 93 où il y avait un brassage ethnique qui était extrêmement différent. Il y avait des Maghrébins, il y avait des musulmans, mais
la grande majorité quand même, c'était des Européens, ça change la donne. Il n'y avait pas cette pression. Il y avait pas cette pression. Si j'étais resté là-bas, bon, je pense que j'aurais été un autre bonhomme. Mais bon. Donc, nous sommes dans les années 80-90. J'ai fait la rencontre, et c'est là où je vais venir à mon rejet de l'islam, à mon retrait de l'islam. Je fais la rencontre avec des étudiants, tous d'origine algérienne. Et là, il y avait un manque en moi parce que j'aurais voulu faire des hautes études. C'était mon truc. J'aurais voulu faire des hautes études, j'aurais voulu être. Je savais que j'avais des capacités intellectuelles, même si j'étais un élève médiocre, parce que ça ne m'intéressait pas à l'école, mais je savais que j'avais des capacités, sauf que je les exploitais pas. Donc j'ai rencontré ces ça. Alors je ne vais pas vous raconter comment je les ai rencontrés, mais je les ai rencontrés. Enfin, j'en ai rencontré un d'abord. D. D était un musulman. D était quelqu'un qui me passionnait, qui me passionnait parce que c'était un intellectuel. C'était un premier de la classe. Il savait tellement de choses. Moi, je savais tellement rien. Et donc on a sympathisé. Et lui m'a présenté à ses potes. Mais ce qui était très très marrant, c'est que autant D était musulman, autant K était un ex-musulman, autant B était un ex-musulman, et autant A était un ex-musulman. Donc, j'ai dit 5, mais en fait, ils étaient 4. Il y en a un cinquième qui va arriver plus tard, mais lui, il ne compte pas. C'était mes premiers ex-musulmans que j'ai rencontrés dans ma vie, à part ma mère. Tu avais quel âge à ce moment? J'avais 21 ans. Okay. Donc, tes premiers ex-musulmans, tu les as rencontrés à 21 ans, ok. Et c'est quoi tes impressions sur le fait qu'une personne soit ex-musulmane à ce moment-là? J'ai été surpris. J'ai été surpris parce que... Tu arrives à le conceptualiser? Ou tu les voyais comme des musulmans non pratiquants? Je t'entends mal. Est-ce que tu arrives à le conceptualiser ou tu les voyais simplement comme des musulmans non pratiquants? Ah non, 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 non. Non, non. Ils disaient qu'ils étaient ex-musulmans, je les prenais comme tel quel. Hein. Je te rappelle que moi, j'étais un musulman de pacotille. Hein. J'étais beaucoup plus basique à l'époque. J'étais surpris parce que je n'avais rencontré que des musulmans. Et pour la première fois, je rencontrais des gens qui disaient être pas musulmans. Et ça me surprenait. Mais sans plus de réflexion. Mais il n'empêche que j'étais quand même beaucoup plus proche de D, qui était lui le musulman. Et c'est à cause de D. Du fait de son islamité ou... Non, parce que c'était lui que j'ai rencontré le premier. Et c'était lui que j'ai rencontré le premier. Mais surtout, c'était. Il était, comment dire, il parlait beaucoup. Et moi, je buvais ses paroles. Il parlait beaucoup et je buvais ses paroles. Il avait un avis sur tout et moi, il m'impressionnait. Les trois autres, je les voyais moins. Parce que D venait souvent me voir. Les trois autres, moins. Donc, les trois autres, je les voyais occasionnellement. Même si les trois autres devenaient de plus en plus intéressants. Alors que D, le musulman, lui, devenait de moins en moins intéressant. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que D était un hypocrite. J'ai découvert ça. On découvre les choses avec les gens. On découvre rien ne vient comme ça ex nihilo. J'ai découvert que D était une grande gueule. Certes, il connaissait bien la géopolitique mondiale. Certes, il connaissait bien l'islam. Certes, il connaissait bien l'histoire. Il connaissait bien tout ça. Mais c'était quelqu'un de fourbe au quotidien. Quelqu'un de fourbe, de mauvais. C'était une mauvaise personne au quotidien. Moi, j'habitais en région parisienne, à côté de Paris. Eux vivaient en province. Et D venait en région parisienne pendant les étés pour gagner de l'argent pour financer ses études universitaires. Donc, il venait 2 ou 3 mois en été. Et c'est là que j'ai découvert D chez moi. Je l'ai découvert que c'était une personne mesquine. Les trois autres sont venus aussi chez moi pour mes 2 ans plus tard. Ils sont venus aussi chez moi. Et j'ai trouvé des personnes très intéressantes, très attachantes, très humainement agréables. Et je me suis dit, mais quelque chose ne va pas quand même. Des ex-musulmans, je suis beaucoup plus proche de ces gens-là que d'un musulman, alors que je suis moi-même musulman. Je dois me poser des questions quand même. Et donc un jour, vers 94 ou 95, je ne sais plus, je vais te raconter comment j'ai dit au revoir à l'islam. J'ai appelé D, le musulman que je n'appréciais plus. Je l'ai appelé pour lui annoncer que je quittais l'islam. D m'a posé une question. Pourquoi? As-tu lu le Coran? Non, lui ai-je répondu. Avant de quitter l'islam, tu devrais lire le Coran. Donc, lis le Coran avant de prendre une décision. J'ai raccroché.
Je suis allé à la Fnac acheter un Coran. Mais il y avait un problème. Je retourne, je rappelle, à l'époque il n'y avait pas de portable. Je rappelle, il y a un problème. Il y a plusieurs versions de Coran à la Fnac. Lequel dois-je choisir? Il n'a pas su me répondre. J'ai appelé K, un ex-musulman. Je lui ai posé la question, voilà, j'aimerais acheter le Coran, mais je ne sais pas lequel acheter. Donc lui, il m'a conseillé un Coran reconnu par l'université coranique de Al-Azhar du Caire. Il me dit, celui-là, c'est quelque chose de très bien. Il est en français, mais il est reconnu comme sérieux. Donc, je ne sais pas écrire ni lire l'arabe. Je parle un peu l'arabe, mais bon, pas terrible. Donc, j'ai acheté ce Coran, j'ai commencé à le lire. Tout comme la biographie de Moïse, tout comme la biographie de Mohamed, j'ai trouvé ce livre insipide. Je comprenais rien. Je comprends rien. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le livre? J'ai appelé T, je lui ai posé une question, j'ai acheté le Coran, mais je comprends rien. Est-ce que c'est normal? T, le musulman, bah bien sûr que c'est normal. Ah, c'est pas le Coran que tu aurais dû acheter. Tu aurais dû acheter des livres qui interprètent le Coran. Là, j'ai eu une discussion avec lui, j'ai dit, mais t'es pas sérieux? Mais des livres qui interprètent un livre, il y a forcément 10 000 interprétations. Donc il faudra que je me tape toutes les 10 000 interprétations. C'est pas possible. Moi, je veux lire le texte dans le texte, enfin dans le Coran même, et pas les interprétations de X, Y, Z. Peut-être que le type qui interprète, il a peut-être une obédience plutôt favorable, plutôt, j'allais dire, libérale, l'autre il aura une obédience plutôt radicale, l'autre il aura une obédience plutôt, je ne sais pas moi, sociale, etc. Non, moi je veux que le Coran soit lu et compréhensible. Je ne peux pas lire les interprétations, ce n'est pas possible. Et là, j'ai raccroché et d'un commun accord avec moi-même, je répète, d'un commun accord avec moi-même, j'avais décidé de quitter l'islam. Donc j'ai quitté l'islam sans tambour ni trompette. Par contre, après ce moment, il a fallu que je me positionne parce que même dans ma petite ville de banlieue, dans le 93, l'islam était là. Il y avait la déferlante musulmane. Elle a commencé à venir aussi. Et puis au boulot, il y avait quand même, il y avait aussi de plus en plus le facteur musulman qui était là. Depuis, il y avait énormément de Maghrébins, il y avait énormément de subsahariens. Le salam alaikum, les inshallah, les wallah et compagnie. C'était ça la norme de l'époque. C'est pas ce que j'avais connu moi avant. Donc il fallait que je fasse attention. Certes, il n'y avait pas encore les menaces contre les ex-musulmans. Ça n'existait pas encore à l'époque. Mais quand même, il commençait à y avoir des sous-entendus. Donc, j'ai quitté l'islam, mais j'avais décidé de le garder pour moi. J'en parlerai pas. Sauf à mes amis étudiants. Les années ont passé. J'aimerais te raconter une anecdote qui a eu lieu en 97 où j'ai été obligé de dire ce que je pensais parce que j'avais pas le choix. En 97, enfin, j'avais rencontré une jeune fille, une Algérienne, une Oranaise, donc on sortait ensemble. Puis, comme souvent chez les Maghrébines, il y a le mariage. Moi, je ne voulais pas me marier, puis finalement, j'ai cédé. Donc, mes parents ont rencontré ses parents. Je ne voulais pas me marier, mais bon, j'ai cédé. C'est comme ça. Donc, mes parents ont rencontré ses parents. Mon père parlait avec son père. Mon père, à l'époque, était devenu quelqu'un de calme, de raisonnable, de beaucoup plus intelligent. Et donc, je savais que mon père n'allait pas faire de conneries. Donc, mon père rencontre son père, et le père de la fille exige 180 000 francs en dot, environ 30 000 euros. 30 000 euros des années 90, c'était énorme. 1 an et demi à 2 ans de salaire de l'époque. Pour tout dire, c'était de la folie. Et mon père me parlait avec son père. Moi, j'avais interdiction de parler. Quand j'ai entendu... Le dot, c'est quelque chose qui se négocie dans ta culture entre parents? Ah, moi, je ne savais pas. J'étais un ignorant Entre là-dessus. pairs? Non, mais je sais pas, parce que moi, j'ai jamais entendu ça, mais Non, mais bon, pourquoi c'était pas? ça à l'époque. Enfin, entre mon père et son père. Moi, c'est tout nouveau pour moi. C'était la première fois que c'était mon... J'ai ouvert la bouche à la grande colère du parent de la fille. C'est marqué où les 180 000 francs, lui ai-je dit. Dans le Coran, il me dit. Très bien. Montrez-moi. J'ai pointé du doigt, je lui ai pointé du doigt le bonhomme. Montrez-moi. Mon père n'a rien dit. Mon père, il souriait. Le père, il sort un Coran, il me montre une page, il me montre. Moi, je vois pas où est marqué 180 000 francs. Il ferme le Coran et il me dit, va voir un imam, il te le dira. Ce que j'ai fait, j'ai été en voir 5 imams pour être sûr
Aux 5 imams que j'ai vus séparément, j'ai posé une seule et unique question. J'ai eu 5 réponses différentes. C'était quoi la question? La dot. Est-ce que la dot est obligatoire et de 280 000 francs? Voilà. Non, mais tu t'es douté bien qu'il n'y avait pas écrit 180 000 francs. C'était juste écrit qu'il fallait que tu donnes une dot. J'étais Tu voulais bête. juste savoir quelle était la valeur de la dot? Qu'est-ce que tu avais comme interrogation précise? Moi, j'ai posé une question au père. 180 000 francs, la dot. Je veux que tu me montres dans le Coran. Et lui m'a dit que oui, c'était dans le Coran. Très bien. C'était la question que j'ai posée. Maintenant, je savais qu'il n'y avait pas 180. Le franc à l'époque de Mohamed. Bon, voilà. Ah, tu veux dire, toi, ce que tu pensais, c'est que dans le Coran, il y avait écrit genre, donnez à vos femmes, je sais pas moi, 3 chameaux et 2 moutons, et ensuite, avec une espèce de conversion, on serait tombé sur 180 000 francs, c'est ça? Par exemple. Mais en fait, oui et non. En fait, moi, ce que je voulais que le gars, le père de famille en question, me dise la Ouais. vérité. Il n'y avait rien de marqué dans le Coran sur les dots. Peut-être qu'il y avait marqué que la dot, oui, mais c'était pas possible que c'était marqué 180 000 francs. Voilà, je voulais lui mettre ça dans la tête, c'est tout. Je voulais lui mettre ça dans la tête, que ton 180 000 francs, c'est faux. Peut-être qu'il y avait la dot, je n'en sais rien, mais pas 180 000 francs. Parce que ça, c'était hors de question. Tu t'es vexé sur le fait que le père demande une dot que tu as jugée excessive à l'époque. Pas vexé, j'étais choqué. Parce que, comme je le disais à mon père plus tard, avec cet argent-là, je peux m'acheter une maison. Je quitte mon HLM, j'achète une maison avec cet argent-là. Et je n'ai pas cet argent. Je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Tu veux que je fasse un crédit? Même la banque me refusera un crédit d'une telle somme. On va se calmer quand même. Voilà. Donc, il faut que le mec il se réveille un peu. Hein. Ton beau-père, il exigeait une somme d'argent pour te donner la main de sa fille, et toi, du coup, tu refusais de payer cette somme. Et ça s'est fini comment, votre histoire de fiançailles suite à ça? Non, pas à ça. Ma copine est venue me voir et elle m'a dit, mon père ne veut pas, parce qu'après on a parlé des invités, mon père ne veut pas que tu invites des Noirs et des Kabyles. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il veut pas quoi? Que j'invite au mariage des Noirs et des Kabyles. Ah, d'accord, ok. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Bon, j'ai dit à ma copine, écoute, tu rentres chez toi, on se marie un peu. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Basta. Je peux pas, c'est Ah, pas possible. ok. Tu t'es séparé d'elle suite à ça, en fait. Ah bon, de toute façon, je n'étais pas amoureux d'elle. Voilà. Je pense pas qu'elle est amoureuse de moi. Voilà, c'est comme ça. Pour moi, elle voulait se marier pour se barrer de cette famille, plus que pour moi. Mais bon, de toute façon, je ne pouvais pas, dans mon fort intérieur, je me disais, je me marie avec elle, je vais me suicider. Si tous les dimanches, je vais chez eux, je vais me flaguer. Ces gens sont à des années-lumière de moi. La première fois depuis que j'avais quitté l'islam, c'était la première fois que je sous-entendais que je n'étais pas musulman. Mais je ne l'aurais pas dit. Mais bon, il faut être bête pour quand Et même pourquoi pas. tu le dis pas à ton père que t'es apostat? Parce que tu m'expliquais que ton père, lui, n'y croyait pas plus que ça à l'islam. Si. Parce que tout à l'heure, j'ai été parlé que mon père est passé de vie boumedienne à vive Allah. Mon père, dans les années 83, 84, était un boumedienne, mais il va, comme tout le monde dans la cité, il va changer de camp. Parce que c'est l'islam qui compte dans les années. Donc il va changer de camp. Mon père va donner des gages, comme souvent. Le camp d'Iraton est la pire des choses qui existent dans l'humanité. La pire des choses, c'est le camp d'Iraton, en société, je vois. Et mon père avait une peur bleue. Dans les évangiles, il y a, quand Jésus est arrêté, il y a Pierre, le premier apôtre que Jésus a choisi. Pierre, avant que Jésus soit arrêté, si on t'arrête, Jésus, je prends une épée et je tue ceux qui t'arrêtent. Jésus le calme, il lui dit, avant le chant du coq, tu m'auras trahi 3 fois, Pierre. Et Pierre lui dit, mais non, tu dis n'importe quoi. Jésus est arrêté, Pierre va trahir à 3 reprises Jésus quand les soldats romains vont l'arrêter. C'était pas toi le pote à Jésus? Non. Alors je vais faire mon moderne. Oula, non, oula, moi je connais pas Jésus, oula, j'ai jamais vu. À 3 reprises, il va dire ça. Mon père était dans cet état d'esprit. Il fallait absolument faire oublier qu'il était un pro-boumedienne, qu'il était un pro-FLN, etc. Il fallait faire oublier tout ça. Un peu comme en 1945, le type qu'il avait, il disait à Hitler,
Le lendemain, avec les Alliés, ah non, 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 moi j'ai jamais aimé Hitler, hein. Il fallait faire oublier. Mon père était dans cet état d'esprit. Faut pas oublier hein, que entre l'islam et le panarabisme, c'est quelque chose de violent entre les deux, hein. Les gens pensent que le panarabisme et l'islam, oh, c'est pareil, c'est des musulmans. Non, c'est faux. Le pire ennemi du panarabisme, c'est l'islam. C'est l'islam politique, pas l'islam, le petit gens qui font leur prière, ça, ils s'en foutent. C'est l'islam politique. Le pire ennemi de l'islamisme politique, c'est le panarabisme. Il faut le savoir. C'est important de comprendre ça. Après, j'y reviendrai. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette première partie. La seconde partie arrivera très prochainement. Merci à Kamel pour sa participation. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour pour aider au référencement de la vidéo. N'oubliez pas de continuer à aller consulter les autres podcasts d'Aposta que vous pouvez tous retrouver sur le site aposta.fr. Et enfin, si comme Kamel vous êtes fan d'histoire, j'ai découvert un podcast qui est pourtant très ancien, mais qui propose un contenu très intéressant, où les intervenants invitent des universitaires qui vont parler du coup de leur spécialité, et ce podcast se nomme Storia Voce. Storia Voce, c'est sur YouTube, et Storia Voce fournit du contenu, mais vraiment très 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 pertinent sur tout un tas de périodes historiques, donc je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la seconde partie.